Bon alors, première chose, vous pouvez voir qu'il y a des espèces de post-it, je sais pas s'il faut appeler ça des post-it, des signets, dans le livre du jour, ce qui montre bien qu'on est d'ores et déjà sur la vidéo la plus préparée de la chaîne. Vous savez que je ne vous ai pas habitué à ce genre de travail en amont. J'ai pris des notes, donc ça va être une vidéo incroyable, croyez-moi. Euh, Probablement pas, mais ça va être une vidéo un peu plus préparée, puisqu'on parle, c'est pas forcément puisqu'il n'y a pas vraiment de lien de causalité, mais on parle aujourd'hui de terroriser, que j'ai mentalement envie d'appeler Terrorizer à chaque fois. Je pense à cause des films Terrifier. Terroriser, la méthode Junji Ito, qui n'est pas un manga. Je vais revenir là-dessus dans quelques instants, qui n'est pas un manga mais un livre, qui est le manuel d'écriture de Junji Ito, mangaka d'horreur bien connu des services. Je dis que c'est pas un manga, c'est factuel, ce n'est pas un manga, je vais vous montrer ça. Mais je le mets quand même dans l'étagère à manga parce que Junji Ito, c'est un mangaka, que ça parle de manga ce livre, et je pense que ça s'adresse aux lecteurs de manga et notamment aux lecteurs de Junji Ito. Donc j'ai décidé de le mettre dans l'étagère à manga et pas dans les hors-séries. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. De toute façon, comme j'avais un peu prévenu, la chaîne va de plus en plus se diversifier, donc ça va devenir un peu plus flou les limites entre les différents types de vidéos. En tout cas, Terrorisé, c'est un excellent livre. Je le dis déjà d'entrée de jeu. J'ai adoré la lecture. J'ai trouvé ça super intéressant. Je tiens en premier lieu à saluer l'édition de Mangetsu. Donc Mangetsu qui est devenu l'éditeur quasi unique en France de Junji Ito. Alors il y a encore Delcourt Tonkam qui a quelques-uns de ses titres. Dont certains des plus gros en réalité, Spiral par exemple, mais Mangetsu a presque tout le catalogue Junji Ito aujourd'hui. Euh, c'est eux qui sortent ça, c'est un très beau boulot. Vous voyez la couverture a des trous. Le motif du trou est un truc qui revient beaucoup chez Junji Ito. Il y a tout un jeu de dessin, vous voyez, avec le bandeau même. Quand on retire le bandeau promotionnel, derrière, on a le visage de la fille qui change. Il y a plein de petits trucs comme ça. Les pages, tout à l'heure, j'ai tourné un peu, je vais vous remontrer ça. Donc c'est principalement du texte. Il y a quelques dessins, mais qui servent un peu de soutien au texte, en fait, aux idées développées dans le texte. Le texte est mis en page de façon avec, vous voyez, avec un fond illustré. Ce qui fait qu'en réalité, le livre est pas très long. Il est assez épais. Hein, il doit faire, il y a moyen qu'il fasse 300 pages, mais il fait précisément 300 pages. Euh, mais il est pas très long parce qu'en fait les pages sont pas très remplies, comme vous voyez. Il y a tout un cadre illustré autour, donc c'est des petites pages qui se lisent vite, mais c'est très intéressant. Quand je dis il est pas très long, ça veut pas dire qu'il est pas assez long. Il fait la longueur qu'il faut. Junji Ito, en fait, il est structuré. On a déjà un peu parlé de Junji Ito d'une part, mais aussi de manuel d'écriture. Pardon, je cherchais le terme. On avait fait une vidéo sur ces deux-là. Qui était sur l'apprenti mangaka d'Akira Toriyama et sur les leçons particulières d'Osamu Tezuka. Je vous mets le lien de cette vidéo-là. C'est surtout pour celui d'Osamu Tezuka qui est vraiment très intéressant. Celui d'Akira Toriyama est beaucoup plus anecdotique. En réalité, c'est un petit objet sympa, mais c'est pas... Vous n'allez pas apprendre grand-chose dedans. Dans celui de Tezuka, c'est beaucoup plus intéressant. C'est une vraie leçon d'écriture, une vraie leçon de comment aborder l'art, une vraie... explication de sa propre vision de ce qu'est le manga, qui est à remettre dans le contexte historique. Pour lui, c'est un truc principalement comique, par exemple. Enfin, voilà, je vous laisse retourner à cette vidéo-là. Et on avait parlé également, peut-être dans la même vidéo, mais surtout dans la vidéo consacrée à cet auteur, de Écriture, mémoire d'un métier, le manuel d'écriture de Stephen King. Vous le voyez sur la couverture, qui est un livre prodigieux, qui pour moi est très important à avoir lu si vous voulez écrire des romans. C'est le meilleur manuel d'écriture qui existe. Et je trouve que Terrorisé de Junji Ito n'est peut-être pas aussi bon, mais est structuré de la même façon. C'est-à-dire que ça commence en fait avec Junji Ito. La première partie, je dirais le premier tiers de Terrorisé, c'est en fait une biographie, une autobiographie de Junji Ito qui nous raconte un petit peu comment il en est arrivé à l'horreur, qu'est-ce qui le fascine là-dedans, et puis un peu sa vie, quoi, son parcours de lecteur, parce que comme tout auteur, il est avant tout un lecteur. C'est un truc qui est important, ça, de pourquoi on se met à faire de l'art. Déjà parce qu'on aime l'art en général. Donc le premier tiers, c'est une biographie.
Biographie d'ailleurs matinée d'un petit retour historique sur l'horreur au Japon, sur l'horreur en manga. Il cite des auteurs, des œuvres qui l'ont marqué gamin, et parfois des auteurs que nous Français on connaît pas forcément bien, qui n'ont pas été beaucoup traduits. Donc c'est intéressant aussi. Voilà, il revient sur des grands noms de l'auteur japonaise. Ce en quoi d'ailleurs il me rappelle un autre livre de Stephen King que j'ai là, Anatomie de l'horreur, alors qui maintenant je crois s'appelle, si vous le cherchez, Carnet noir. Je suis pas sûr. Non, Carnet noir, c'est la trad d'un autre roman. Enfin, je crois qu'il a changé de nom. Je suis pas sûr. À vérifier. Mais en tout cas, Anatomie de l'horreur, moi, c'est une vieille version là que j'ai. C'est un essai de Stephen King, ou un peu autobiographique aussi, mais où il revient en fait un peu sur l'histoire de l'horreur. C'est quoi l'horreur, comment on fait des histoires d'horreur. Donc en fait, Terrorisé est vraiment à mettre un peu dans ce courant-là. D'œuvres qui sont à la fois des manuels d'écriture, des retours historiques sur un genre, qui est le même genre en plus dans l'occurrence, à savoir l'horreur, et d'autobiographie. C'est vraiment, moi je rapproche les trois livres que vous voyez là, Anatomie de l'horreur, Terrorisé, Écriture d'un métier, Écriture, mémoire d'un métier, c'est à mettre un peu sur la même étagère. Et Terrorisé est ultra intéressant si vous aimez Junji Ito, si vous aimez l'horreur, si vous aimez le manga, en réalité, l'histoire du manga, et comment on fait un manga, comment on fait une BD. Il y a vraiment énormément de raisons de vouloir lire Terrorisé. C'est trop bien. Et Junji Ito en parle très très bien. C'est un mec, alors il est très à la mode, Junji Ito, en ce moment, depuis qu'il est beaucoup réédité en France massivement. Grâce à Mangetsu, comme on disait, principalement, et à Delcourt Tonkam. Et donc, on a eu beaucoup d'interviews de lui ces derniers mois. Tant mieux, il a été parrain de salons en France, de BD, de trucs. Voilà, il a été assez présent médiatiquement. C'est chouette, c'est cool qu'il ait la reconnaissance qu'il mérite. À mon goût, il a été un tout petit peu trop présent. C'est-à-dire, en fait, c'est pas en termes d'interview. Je suis très content qu'il fasse plein d'interviews, mais c'est en termes de publication. J'avoue que moi j'aime bien Junji Ito. En plus, c'est des œuvres qui me divertissent. Je trouve qu'il a une approche de l'horreur très inédite et que je trouve très cool. Mais là, il y en a eu beaucoup ces derniers mois et c'était un peu dur à suivre, ce qui fait que j'ai absolument pas du tout acheté. Loin de là même, j'ai acheté assez peu en réalité. Il y a des notes manuscrites de Junji Ito, alors qui sont traduites, donc c'est pas les vraies notes manuscrites, mais ils ont reproduit l'effet notes manuscrites, donc c'est assez cool. Il y a un côté document authentique qui n'en sont pas, mais qui est assez chouette. Ouais, je disais Junji Ito, il y a eu tellement de sorties ces derniers mois. J'ai l'impression qu'il sort 3 Junji Ito par mois quoi en ce moment. C'est un peu dur, à suivre même financièrement quoi. Donc j'ai un peu mis de côté moi Junji Ito. J'avoue que il y en a plein dans les sorties récentes que j'ai pas lu. J'en ai même très peu lu en fait de sorties récentes. Et puis là je sais pas, le Terrorisé m'a fait de l'œil. Je me suis dit c'est différent, c'est pas un manga. J'avais envie de voir ce qu'il disait. J'en attendais trop rien. J'avais un peu peur d'un livre comment dire. Un peu promotionnel où en fait il dirait pas grand chose d'intéressant et au final il dit plein de trucs d'intéressants. Et donc justement comme c'est un manuel d'écriture assez dense avec beaucoup de choses, je me suis dit que pour la fin de la vidéo, la deuxième partie de la vidéo, là on doit être à la moitié, quelque chose comme ça, j'allais m'attarder sur des passages très précis de Terrorisé, vous voyez mes petits marque-pages, et qu'on allait commenter ensemble. Voilà. Donc j'ai pris des passages plutôt dans la deuxième partie, la première étant comme je vous disais plutôt son autobiographie, il y a moins à commenter, voilà, il raconte son histoire. Et là, c'est plus des moments où il va parler de l'horreur. Je vais vous lire quelques passages, puis on va en discuter. Là, par exemple, c'est cette citation-là qui m'intéressait. Je me souviens néanmoins que Kazuo Umezu, grand nom de l'horreur japonaise également, on en a parlé sur la chaîne pour l'école emportée, il y a longtemps, avait un jour dit « Si un phénomène étrange se produit à l'intérieur d'une maison, c'est de l'horreur. Mais s'il se produit en extérieur, cela devient de la science-fiction. » J'aime beaucoup cette citation, je la trouve très juste. Alors, elle est un peu comique, elle a un côté sens de la formule qui fait que, évidemment, c'est un peu résumé, c'est pas très développé. Mais je trouve que ça pose vraiment vachement bien le doigt sur la distinction entre qu'est-ce qu'est l'horreur par rapport au fantastique, par rapport à la science-fiction, à la fantasy, tout ce que vous voulez. L'horreur, c'est l'intime. En fait, l'horreur, c'est quand quelque chose d'irréel se produit pour vous et pas pour le monde entier. Le fantastique, c'est quand ça se produit pour plusieurs personnes, pour le monde entier. Une invasion extraterrestre, par exemple. Une invasion extraterrestre, c'est pas de l'horreur. Par contre, un extraterrestre chez vous, que vous êtes le seul à voir, c'est de l'horreur. Vous voyez la différence. J'ai trouvé cette citation très synthétique et très juste. Je l'aime beaucoup.
Alors, elle n'est pas vraiment de Junji Ito, mais c'est lui qui la relate. Citation suivante, on va les faire dans l'ordre, hein, je vais commenter petit à petit. Ce ne sera pas forcément des très longs commentaires à chaque fois, hein, mais là, pourquoi j'avais mis ça? Ah oui, alors là, en fait, là, c'est vraiment des conseils d'écriture et je les trouve vraiment bien vus, quoi, ces conseils d'écriture. Moi, ça m'a fait réfléchir à deux trois trucs en termes de mécanique. Là, par exemple, alors il parle de Biohouse, qui est un de ses premiers récits courts. Et lui, il a principalement fait des récits courts. Hein. Il a fait très peu de séries longues. Et même ces séries longues sont souvent structurées en fait en suite de récits courts qui vont avoir un fil rouge, mais chaque chapitre est semi-indépendant. C'est le cas dans Spiral, dans Tomier, voilà. Tout. Je cherche pourquoi j'ai mis un signal. J'aurais dû le mettre au bon endroit de la page. En gros, là, il parle de une bonne idée pour faire des histoires d'horreur, c'est d'inverser des choses. Il parle de Guillaume, je sais pas comment on prononce, sa série sur les poissons zombies. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais c'est une chouette série. Et il dit dans Guillaume, le postulat selon lequel les poissons ne peuvent pas se déplacer dans l'eau est déconstruit et l'histoire est développée à partir de l'hypothèse inverse. Que se passerait-il s'ils pouvaient marcher sur la terre ferme? Cette méthode n'est pas particulièrement novatrice, mais le fait qu'elle soit souvent utilisée prouve son efficacité. Si vous partez d'abord d'une convention standard, il vous sera sans doute plus facile de réfléchir à son contraire. Ah voilà, c'était ce passage-là, je me rappelle. Prenons par exemple l'argument selon lequel les enfants doivent se coucher tôt. Il paraît logique en matière de santé et de développement de l'enfant. Mais que se passerait-il si nous retournions cette idée? Ne trouvez-vous pas qu'il serait assez terrifiant que les parents aient se coucher à 20h pendant que les jeunes enfants resteraient debout jusqu'à 2h du matin? Ainsi, c'est souvent en cherchant à déconstruire une logique normative que l'on aboutit aux idées les plus insoupçonnées. Je trouve l'exemple des enfants qui vont se coucher plus tard que les parents très cool. Il y a un truc effectivement un peu effrayant là-dedans. Et c'est une idée toute simple. Comme il dit, c'est pas très novateur ce qu'il dit, mais un bon mécanisme pour créer une histoire d'horreur, pour créer un socle narratif d'horreur, c'est d'inverser un truc normal, de prendre un truc très normal et de le prendre à l'envers, quoi. Je trouve ce conseil très cool. Conseil suivant. J'espère que ça vous intéresse. C'est une vidéo un peu différente. On lit un petit peu ensemble. Un seul mensonge suffit. Donc là, j'aime bien le titre déjà. Un seul mensonge suffit de ce chapitre, on peut dire. Je vais vous le lire en entier. Il est pas long. Les chapitres sont jamais longs. En général, c'est une double page où il développe une petite idée, mais qui s'emboîtent les unes à la suite des autres, quoi, évidemment. Et il revient sur certains récits précis aussi. Il s'attarde sur certains récits bien précis de son œuvre, qui va commenter sur 2-3 pages. Voilà, les ballons pendus, par exemple. C'est pas tous les récits, hein, il fait pas toute son œuvre, mais il s'attarde sur 2-3 trucs, les plus emblématiques souvent. Il y a Tomier, il y a Spiral, il y a comment il s'appelle, La Falaise, vous savez, avec enfin je dis vous savez, je sais pas si vous le savez, mais moi c'est le tout premier récit de Junji Ito que j'ai lu. Voilà, le mystère de la faille d'Amigara. Je l'avais lu sur internet, je savais pas qui était Junji Ito à l'époque, sur une falaise où il y a des silhouettes humaines. Alors là le dessin montre pas bien, mais il y a des silhouettes humaines creusées dans la roche et les gens rentrent dedans et s'enfoncent de plus en plus loin et le tunnel se rétrécit de plus en plus, ce qui fait qu'ils finissent écrasés dans ce tunnel. Enfin, c'est dur à décrire, faut vraiment le lire, c'est un truc très bizarre. Donc je vous lis un seul mensonge suffit. Lorsque je transforme mes concepts en histoire, j'observe une règle d'or. Ne pas mentir. Bien sûr, c'est sans compter sur le fait que je suis en réalité déjà en train de mettre en place un unique et substantiel mensonge. Quand je raconte par exemple le drame d'une ville assaillie par des ballons qui attaquent ses habitants pour les pendre, ou d'une planète dévoreuse d'étoiles située à 16 années-lumière d'ici, force est de constater que... Pardon, j'ai reçu un message en même temps. Force est de constater que l'idée de départ, en elle-même, est complètement fantaisiste. Mais pour utiliser cette idée dans un récit qui tient la route, il ne faut pas négliger les détails qui viennent l'agrémenter. Dans les ballons pendus, j'ai établi que ces ballons seraient confectionnés en nylon afin de créer un effet de surprise empreint de réalisme. Des monstres terrifiants en somme, mais réalisés dans un matériau quotidien que l'on retrouve dans la vie de tous les jours. Dans Remina, la seconde partie de l'histoire est basée sur l'hypothèse que si la Terre tournait plus vite, la force centrifuge contrecarrerait la gravité, réduisant ainsi le poids des objets à néant ou presque. Bien entendu, je ne suis pas un scientifique, et mes écrits sont sans doute émaillés d'approximations grossières. Mais si je souhaite rendre ce monde fictionnel plus convaincant, je me dois de procéder de la manière la plus rationnelle et documentée possible. Pour que le lecteur puisse plonger dans cet univers bâti autour d'un mensonge, il est capital de le parsemer de faits et de détails plausibles. Quand j'étais petit, j'étais persuadé que les fantômes et les ovnis existaient. Lorsque la légende urbaine de la Kushisake Onna
la femme à la bouche fendue, s'est propagée dans tout le Japon, je rêvais souvent, sur le chemin du lycée, de la voir de mes propres yeux. Et même si, aujourd'hui, je n'y crois plus du tout, je suis toujours traversé par cette aspiration empreinte de contradiction d'être témoin de phénomènes paranormaux. C'est pour cette raison que je porte une si grande attention au réalisme de mon travail. Je ne peux pas expérimenter ces aventures-là dans la vraie vie, mais je peux au moins en faire l'expérience dans les mangas. Un fantasme, un vœu presque impie, oh comme j'aimerais vivre ça, presque peut tout autant faire office de moteur à l'émergence d'une histoire. Là, alors, il parle de plusieurs choses, mais il parle surtout du fait que quand vous faites un récit fantastique, un récit d'horreur, il y a un mensonge central qui est que vous mettez en scène quelque chose qui ne peut pas exister. Un monstre, un phénomène paranormal, un monde fantastique, ce que vous voulez. Mais pour que ça tienne avec le lecteur, il faut que ce phénomène paranormal soit traité avec réalisme, soit traité comme s'il existait réellement. Si réellement cette chose se produisait dans le monde, ben, qu'est-ce que ça aurait comme conséquence? Comment les gens réagiraient? Qu'est-ce que le gouvernement ferait? Toutes ces choses-là. Et en gros, il parle, sans le dire, du pacte d'incrédulité suspendu, je crois que c'est ça, qui est cet accord qu'un auteur, qu'un artiste essaye de trouver avec son public pour créer une histoire qui n'existe pas, mais à laquelle le lecteur va croire l'espace de quelques pages. Et pour ça, il faut la rendre réaliste, il faut la rendre crédible. Alors, il y a les chats qui font n'importe quoi. J'ai le chat de ma sœur en ce moment. Marcus, où il ne veut pas se montrer, ils sont en train de se poursuivre dans tout l'appart. Hop. Voilà. On passe au passage suivant. Hop. Nanana. Je cherche encore. Ah oui, là c'était juste ce petit passage-là. J'aimais beaucoup ce qu'il disait sur. Encore une fois, on est sur la nature d'un récit d'horreur. C'est quoi l'horreur par contraste avec le fantastique, la science-fiction, ce que vous voulez. De la même manière, si les créatures c'est ce passage-là, où les phénomènes bizarres étaient éradiqués grâce à des connaissances scientifiques poussées ou à un entraînement physique rigoureux, cela en ferait peut-être un scénario intéressant, mais certainement pas une histoire d'horreur. Le personnage principal d'un récit horrifique doit faire l'expérience du monde étrange auquel son auteur le confronte et, ainsi, expliquer au lecteur à quel point cela peut être effrayant. En d'autres termes, la peur doit demeurer invaincue. Je trouve ça ultra intéressant en tant qu'auteur, et notamment en tant qu'auteur jeunesse, et auteur jeunesse et maintenant éditeur de livres d'horreur. Je vous renvoie à la vidéo où j'ai expliqué ça, mais je suis directeur de collection chez Actes Sud de la collection Nocturne, qui sort des livres d'horreur pour ados. Ce qui fait que ce Terrorisé de Junji Ito m'a intéressé à plein de titres. Et je le conseillerais, je pense, aux auteurs avec qui je vais bosser. Là, il explique un truc qui est souvent maltraité, je trouve, dans l'horreur moderne. C'est qu'un récit d'horreur, à contrario d'un récit fantastique, d'un récit d'action, d'un récit de fantastique, on va dire, de manière globale, un récit d'horreur se base sur le fait que le phénomène face auquel se trouvent les personnages doit faire peur. Il faut qu'on ait peur, en fait. C'est un récit fantastique, même un film avec des monstres, on n'a pas forcément peur. C'est juste, on découvre des phénomènes étranges, des phénomènes paranormaux, mais on est intrigué par le scénario, par l'univers, par des choses comme ça. Pas par la peur, c'est pas ça le moteur. L'horreur, c'est la peur, le moteur. Et pour que le récit d'horreur reste efficace, il faut que la peur elle reste jusqu'au bout. Il faut pas que les héros ils deviennent forts et braves et que la morale de la fin, c'est il faut dépasser ses peurs et comme ça on arrive à les vaincre. Alors, ça peut être ça, mais il faut le faire en maintenant cette peur. Il faut pas trop expliquer avec l'horreur. Il faut pas trop que les héros trouvent la bonne solution pour tuer le monstre. C'est en fait jouer avec son ADN et je dis n'importe quoi et qu'il vient de telle planète et qu'il a telle origine, tout ça. Plus on donne d'explications, plus on donne d'armes aux personnages pour se défendre contre la peur, parce que quand on rationalise quelque chose, on en a moins peur. C'est un peu toute la clé pour combattre ses phobies. Si vous allez voir un psy, vous avez telle ou telle phobie, il va vous aider à la rationaliser, à vous dire, vous avez peur des araignées, ok, on va regarder scientifiquement. En fait, il y a extrêmement peu d'araignées qui sont dangereuses pour l'homme, il y en a quasiment aucune en France, il n'y a aucune chance que vous en ayez chez vous. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu des araignées ces derniers temps? En fait, pas tant que ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Votre appartement n'est pas envahi d'araignées. Et voilà, il va rationaliser avec des chiffres, des trucs comme ça. Ça, c'est la vraie vie. Mais dans un récit d'horreur, plus vous rationalisez, moins on a peur. Comme dans la vraie vie. Sauf que dans un récit d'horreur, c'est pas ça qu'on veut.
On veut maintenir la peur. Donc, faut pas trop rationaliser, faut maintenir la peur invaincue, comme il explique là. Hop, il nous reste 2 citations. J'espère que ça vous intéresse. Je sais pas trop si cette vidéo est cool. Ah oui, là alors là c'était pas tant sur l'horreur, c'est plus sur le découpage d'une BD, d'un manga, où il donne 2 exemples de la même scène avec un découpage différent. Alors il fait à l'écrit, hein, il a pas dessiné. Mais cela dit, est-ce qu'il a pas dessiné? Non, il a pas dessiné. Je me demandais s'il n'y avait pas des croquis. Je vérifie quand même. Non, c'est que à l'écrit. Et pour montrer comment on crée la peur par le découpage. C'est ultra intéressant aussi si vous vous intéressez à la BD. Donc il donne l'idée d'une scène où un mec entend un bruit dans un frigo, l'ouvre et il y a une tête qui tombe. Il donne 2 découpages possibles. Première case, un bruit sourd provient du réfrigérateur. Deuxième case, un homme affiche un air surpris et regarde en direction du réfrigérateur. Troisième case, l'appareil émet alors un vrombissement lugubre. Quatrième, le personnage approche, hésitant, son doigt de la porte. Dernière case, celle-ci s'ouvre violemment et la tête d'une femme tombe du réfrigérateur. Qu'en pensez-vous? Il est sans doute un peu difficile de se figurer toutes ces images par écrit, mais je crois que vous pouvez néanmoins percevoir combien l'atmosphère oppressante est amplifiée par le temps que prend l'homme pour ouvrir son réfrigérateur. Il a dilué, si je puis dire, dilaté, la scène en 5 cases, ce qui est beaucoup. 5 cases pour ouvrir un frigo. On peut le faire en une case, on peut juste représenter l'homme, la main sur le frigo, et case d'après, la tête qui tombe. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Un bruit sourd provient du réfrigérateur, première case. Deuxième case, la porte de celui-ci s'ouvre violemment et la tête d'une femme en tombe. Sauf que là, il explique, il est probable qu'au lieu de peur, le lecteur ne ressente que de la surprise, avant de s'interroger sur ce qui vient de se produire. Les 2 découpages peuvent exister, ils sont pas forcément mauvais, le deuxième est beaucoup plus court, mais ça veut pas dire qu'il est mauvais. Par contre, ça veut dire que si vous cherchez à faire de la peur, de l'horreur, le deuxième est beaucoup moins adapté. Parce que vous n'avez pas dilué le rythme, vous n'avez pas pris le temps de faire peur, vous avez juste créé effectivement de la surprise. C'est très intéressant, c'est des réflexions que tous les auteurs de BD doivent se faire, peut-être inconsciemment, peut-être qu'ils y réfléchissent pas, mais une page de BD n'est pas organisée au hasard, quoi. Et dernière note que j'avais prise, c'était sur quoi? Oui, alors là, ça revient un tout petit peu sur ce qu'il disait avant, sur le besoin de réalisme dans un récit qui ne l'est pas, pour le rendre crédible. Mais il mélange ça avec le fait que on peut très vite, vu ce qu'il représente, Junji Ito est notamment très connu pour le body horror, des corps qui vont se déformer, qui vont être couverts de trous, qui vont s'étirer, qui vont se casser. Il est très connu là-dedans. Et il explique un peu que c'est un genre, l'horreur de manière générale, qui, s'il n'est pas traité avec réalisme, peut en fait tomber dans le comique. Je vous lis ce qu'il explique. Pour la scène de spirale dans laquelle le père du protagoniste se retrouve enroulé sur lui-même dans un baquet, alors c'est un peu dur, j'aurais dû prendre Spirale pour vous montrer le dessin. On le voit derrière le dessin. En fait, il y a un homme qui, dans Spirale, c'est un village entier qui est hanté par les spirales. C'est un peu bizarre, mais par la forme de la spirale qui se met à apparaître dans tous les aspects du quotidien. Et il y a un homme notamment qui s'enferme dans une boîte ronde, il s'enroule dedans et son corps devient spiralique, spiralé, je sais pas comment on dit. Et il est tout étiré comme un serpent, quoi. C'est assez bizarre. C'est très horrifique à voir. Et donc là, il parle de cette scène-là. Je vais vous chercher le dessin. Un instant. Je vais vous chercher le dessin. Ce sera mieux. Il faut que vous le voyez quand même. Hop, le voilà. C'est un des dessins les plus connus de Junji Ito. Donc voilà, il y a un homme qui est devenu une spirale dans une boîte ronde. C'est ce que je vous décrivais, mais je crois que c'est important de voir le... Enfin, important. C'est cool de voir le dessin. C'est un dessin très impressionnant. Salut, Marcus. Tu aimes l'horreur? C'est toi l'horreur. Il a cassé tellement d'objets en 2 semaines. Ma sœur me l'a laissé 2 semaines, il a tout fait tomber. C'est un mec qui est obsédé par le fait de grimper sur les étagères. Donc il grimpe et il fait tout tomber sur son passage. Hein, Marcus? Bon, c'était la petite interruption. Et donc, dernier passage que je voulais vous lire. J'ai retiré le marque-page. Vais-je le retrouver? Là, voilà. Pour la scène de spirale dans laquelle le père du protagoniste se retrouve enroulé sur lui-même dans un baquet, par exemple, j'ai calculé la longueur des bras ainsi que des jambes et je les ai dessinés en essayant d'éviter toute entorse à la réalité. Et puis surtout, je m'efforce de ne jamais négliger les détails, comme les ombres pour créer du relief ou les différentes textures apprêtées à chaque matériau.
Si j'attache autant d'importance à ces nuances dans mon travail, c'est pour soigner le réalisme de mes illustrations. Pourtant, la situation qui est mise en scène elle-même, un homme mort enroulé de cette façon, n'a rien de réel. Si je n'y avais pas apporté tout ce soin, nul doute que mes lecteurs auraient trouvé cette histoire bien trop improbable et ridicule. J'exagère sans doute un peu, mais cela aurait pu provoquer la même sensation que lorsqu'on voit les yeux des personnages sortir de leurs orbites sous l'effet de la surprise, comme dans les vieux dessins animés. Ce qui confère un ton comique à ces représentations, c'est l'exagération des expressions faciales ou la démesure de certaines parties du corps. Mais si on les dépeignait de façon réaliste, elles pourraient instantanément se transformer en scènes d'horreur. Et là, je trouve qu'il met le doigt sur un truc qui est très réel. Les vieux cartoons, les Bugs Bunny, même les Disney, les trucs comme ça, où on voit régulièrement des persos avec les yeux qui sortent des orbites, des démembrements, des coups de hache en pleine tête, des choses comme ça passe parce que c'est traité de manière pas du tout réaliste. Il n'y a pas d'effusion de sang, on voit pas les chairs qui vont gicler dans tous les sens. Les personnages sont des animaux anthropomorphiques qui n'existent pas. Donc je laisse Marcus, hein, vous avez un peu de Marcus pour la fin de la vidéo. Et c'est ce qui fait que ça passe. Mais si vous les traitiez, si le dessin était ultra réaliste, que Bugs Bunny il ressemblait vraiment à un vrai lapin, que la hache elle ressemblait à une vraie hache de bûcheron, que le sang giclait, ben on est dans l'horreur. Et donc l'horreur et le comique, le cartoonesque sont toujours très proches en réalité. Et c'est vrai que c'est un truc, c'est un sujet même dont finalement on parle quand on reproche parfois des films comme Terrifier, dont je parlais au début, film d'horreur très gore, assez populaire ces derniers temps, que moi j'aime beaucoup. J'aime bien la trilogie Terrifier, mais qui a été beaucoup critiquée pour son côté cartoonesque justement. Elle est tellement gore, il y a des scènes tellement absurdes dans la violence. C'est vraiment Terrifier, pour ceux qui s'y intéresseraient, soyez prêts, hein. C'est extrêmement gore, hein. Je plaisante pas, ça va très loin. Et mais ça va tellement loin qu'il y a un côté cartoonesque justement que moi je trouve intéressant, mais que certains reprochent, genre c'est pas subtil quoi, c'est pas subtil du tout. Mais là pour le coup c'est traité avec réalisme entre guillemets, dans le sens les démembrements que vous voyez, les trucs surréalistes qui se passent, sont traités sur des corps humains réalistes, donc des acteurs. Et donc ça crée un effet qui est entre le cartoonesque par la débauche de sang, de violence qu'il y a, mais le réalisme par les proportions de ce qu'on voit. Voilà. Tout ça pour vous dire que Terroriser, c'est vraiment très bien. Si vous vous intéressez à l'écriture, c'est pour vous. Si vous vous intéressez à Junji Ito, c'est pour vous. Parce que d'ailleurs, j'ai pas trop parlé de cet aspect-là, mais il parle aussi beaucoup de son travail, du fait qu'il bosse seul. Il a pas d'assistant, Junji Ito. Son rapport à sa carrière, le fait qu'il a mis longtemps, en fait, à vivre du manga. Pendant longtemps, pendant une période de sa carrière, il bossait à côté. Il était prothésiste dentaire, il faisait des fausses dents, et qui est un métier très auteur d'horreur, hein, très body horror pour le coup. Donc si vous vous intéressez à Junji Ito, c'est pour vous. Si vous vous intéressez à l'écriture, c'est pour vous. À l'horreur, c'est pour vous. Au manga, c'est pour vous. Bref, Terroriser, c'est pour vous. Lisez-le, c'est trop bien. C'est ultra intéressant, très bien vu. Ça vous donne plein de conseils d'écriture si vous avez envie vous-même d'écrire. Ça coûte 21,95 € chez Mangetsu. C'est un peu cher, mais bon, en fait, c'est le prix d'un livre. Hein. De toute façon, c'est pas plus cher que n'importe quel autre livre en réalité. Et voilà. J'ai dit que c'était chez Mangetsu. J'ai dit que ça venait de sortir, je crois. Enfin, il y a pas longtemps, quoi. Sorti il y a un mois, quelque chose comme ça. C'est sorti au Japon il y a quelques années, pas très longtemps non plus, mais genre 2018-2019, je crois. Ou peut-être après le Covid, je ne sais plus. C'est sorti juste avant ou juste après le Covid, voilà. Et avant de vous quitter, la vidéo est déjà assez longue comme ça. J'en place juste une petite pour un autre Junji Ito que j'ai acheté très récemment en même temps que Terrorisé, qui est un peu à part aussi, qui est Suture et qui n'est pas un Junji Ito justement, parce que c'est un recueil de nouvelles de Hirokatsu Kihara, un auteur japonais, journaliste auteur japonais, qui sont illustrés par Junji Ito. Donc il y a une dizaine de nouvelles, je crois, quelque chose comme ça, et avec des dessins de Junji Ito qui sont très chouettes, les dessins.
qui sont bien mieux que les nouvelles. Là. Je vais vous expliquer pourquoi. Le livre est très sympa, c'est Mangetsu aussi qui s'en est occupé. Et il est assez court, hein, vous le lisez, moi je l'ai lu en un trajet de train, ça a été très vite. Mais par contre, le travail, comme sur Terrorisé et comme sur la plupart des livres de Mangetsu, hein, faut leur reconnaître ça, c'est un éditeur qui soigne ses ouvrages. C'est un chouette travail, vous voyez, il y a une bordure faussement crade, un peu noire, comme s'il y avait de l'encre qui avait coulé sur le bord des pages. Il y a une sous-couverture vernie qui brille et tout. Non, franchement, beau petit livre avec du ha 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 qui apparaît au fur et à mesure des pages sous le noir, notamment à la fin. Ça fait un effet sympa. Je ne vous retrouve pas ça du tout, mais ça y est, faites-moi confiance. Voilà, ici. Et des illustrations de Junji Ito, très sympa, anecdotique quand même. On va pas, voyez là, vous les voyez, c'est pas les meilleures illustrations de sa vie non plus, mais si vous êtes fan, il y en a 2-3 sympas. J'aime beaucoup celle-là par exemple. Voilà, il y a 2-3 illustrations sympas. Le truc est que les textes sont assez anecdotiques. Alors visiblement, Hirokatsu Kihara, c'est un auteur très prolifique au Japon, qui en France n'a jamais été traduit à part pour Suture, je crois, et qui en fait fait principalement des recueils d'histoires vraies, entre guillemets, de témoignages de gens qui ont vécu des phénomènes paranormaux et qui nous les racontent. Ce qui fait qu'il y a un vrai côté ultra appuyé à cette petite dizaine d'histoires. Je crois vraiment qu'il y en a 10 ou 9 dans ces eaux-là, qui sont très courtes, hein, elles font 4-5 pages à chaque fois. C'est qu'en fait, il y a vraiment un petit côté histoire de colo qu'on se raconte au coin du feu, en mode, moi, en fait, j'ai un cousin, une fois, il est allé dans les bois, et il a eu l'impression d'être suivi, et il s'est retourné, et en fait, il y avait une marionnette posée par terre près d'un arbre, et il a eu trop peur. Et c'est vraiment ça. Toutes les histoires, en fait, il se passe rien, globalement. C'est que des trucs. Ça va. En fait, en plus, elles sont tellement courtes. Je vous dis, elles font 5 pages à chaque fois. Donc, il y a un côté. Genre, la deuxième, elle m'avait un peu fait rire sur ce truc-là. Ou la bibliothèque. Où il y a une petite fille, le fantôme d'une petite fille dans une école. Et en fait, c'est tellement court. Vraiment, on est en 5 pages. Qui se passe rien. C'est en mode. Ce serait pas trop flippant qu'il y ait un fantôme dans une école? Ouais, et il ferait quoi? Non, mais voilà, il y a un fantôme dans une école, quoi. Et ça s'arrête là. C'est vraiment... L'histoire ne raconte rien de plus que ce que je viens de vous dire. Le fantôme fait pas grand-chose, en réalité. Les gens le voient parfois, parfois pas. Et la plupart des histoires, c'est ça. Donc, c'est très anecdotique, mais le livre est marrant. C'est un petit objet de collection. Si vous êtes fan de Junji Ito, c'est un beau petit livre à avoir, qui est différent, qui n'est pas un manga. Alors, qui n'est pas un manga, même si la dernière nouvelle, en réalité, est un manga. C'est quand même une nouvelle de Hirokatsu Kihara. Une nouvelle, un témoignage rapporté. J'imagine que l'histoire a vraiment existé sur un sauna hanté, enfin un bain, un onsen, une source chaude hantée au Japon. Et cette fois, il n'y a pas le texte, mais c'est adapté complètement en manga par Junji Ito. C'est pas son histoire la plus marquante. Encore une fois, ça a très peu d'intérêt. Il y a une petite postphase des deux auteurs, de j'ai encore oublié son nom, Hirokatsu Kihara et de Junji Ito. Sauf si je dis une bêtise, mais j'avais l'impression que les deux... Non, il y a que... Eh ben, je retire ce que j'ai dit. Il y a que Hirokatsu Kihara. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les deux avaient écrit un texte. Junji Ito en a peut-être écrit un au début. Non, bah écoutez, j'ai dit n'importe quoi. Il y a que lui, mais la postface est un peu intéressante. Ça raconte les origines du projet. Voilà, parce que en fait, au Japon, c'est dans un magazine que c'est publié. Tous les mois, toutes les semaines, je sais pas trop. Il y a une petite nouvelle d'horreur comme ça, illustrée par Junji Ito. Et ça fait des années qu'ils bossent ensemble, en fait. Là, c'est une sélection de certains récits, mais ils en ont fait bien plus ensemble. Voilà. J'en plaçais juste une petite pour Suture. Suture au pluriel, qui est sorti en même temps que Terrorisé, c'est pour ça que j'avais pris les deux. Voilà. J'espère que la vidéo était cool, que ça vous a intéressé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un vrai manga. Est-ce qu'on se retrouve pour un vrai manga? Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Je réfléchis. Eh ben pas vraiment. Si, on se retrouve pour des vrais mangas en fait, parce que on va revenir sur des séries dont j'ai déjà parlé, mais qui sont terminées depuis la vidéo que j'ai faite. Je pense notamment à Bakemonogatari, à Insomniac, à l'Ère des Cristaux. Voilà 2-3 séries que j'avais aimées, dont j'avais parlé, mais qui n'étaient pas terminées au moment de ma vidéo et qui maintenant le sont. Donc on va revenir un petit peu dessus, 5 minutes par série. Et voilà, ce sera la semaine prochaine.
Prenez soin de vous. Je vais filmer Marcus une dernière fois. Il part aujourd'hui. Ma sœur ne va pas tarder pour le récupérer. Dis au revoir Marcus. Ils t'ont très peu vu d'ailleurs sur la chaîne. Tu t'es pas trop montré. Allez, prenez soin de vous. Bonne semaine à tous. Ciao.